Il existe une photographie prise à Marne-la-Coquette le 6 décembre 2017, à la sortie de la propriété où Johnny Hallyday venait de mourir. Laetitia Hallyday se tient droite devant les caméras, ses deux filles adoptives accrochées à ses bras, les yeux secs ou presque. À quelques kilomètres de là, David Hallyday et Laura Smet apprenaient la nouvelle d'un message, pas d'un appel. Pas de leur belle-mère, d'un journaliste. 4 enfants, un père. Et déjà, à l'heure où la France pleurait son rockstar, les héritiers Hallyday étaient en train de s'installer dans les tranchées. C'est l'histoire que nous racontons aujourd'hui. Pour comprendre la guerre, il faut d'abord comprendre le roi. Jean-Philippe Smet est né le 15 juin 1943 à Paris, dans le 9e arrondissement, d'une mère qu'il abandonnera quelques semaines après sa naissance et d'un père belge qu'il ne connaîtra jamais vraiment. Sa tante Hélène Marr et son oncle Lee Ketcham, un danseur américain, l'élèveront dans un monde de music-hall, de planches, d'hôtels de passage et de rêves américains. À 15 ans, il monte sur scène pour la première fois. À 17, il change de nom. Johnny Hallyday devient une promesse nationale. Ce que cela signifiait concrètement, c'est que Jean-Philippe Smet disparaît. Pas progressivement, brutalement. L'homme qui construira 5 mariages, 4 enfants biologiques et adoptifs, plusieurs fortunes et plusieurs banqueroutes, cet homme ne sera jamais tout à fait présent. Il sera toujours un peu en train de performer, un peu en train de devenir Johnny. En 50 ans de carrière, il vend plus de 100 millions de disques. Ses concerts au Parc des Princes, en 1993, réunissent 100 000 spectateurs. Sa fortune, à la fin de sa vie, est évaluée entre 100 et 150 millions d'euros. Certaines sources parlent de moins, d'autres de plus, mais personne ne s'accorde vraiment. Les propriétés s'étendent de Saint-Barthélemy à Los Angeles, en passant par Gstad et Paris. L'Empire Hallyday, c'est une marque. Une marque qui porte son nom, son visage, sa voix. Et comme toute marque, elle appartient à qui la contrôle. Mais derrière les tatouages, les Harley-Davidson et les nuits qui n'en finissent pas, il y avait aussi ceci. Un homme qui ne savait pas très bien être père. Qui essayait, qui aimait peut-être plus qu'il ne le montrait, mais qui avait été abandonné lui-même à l'aube de sa vie, et dont les enfants porteraient, chacun à leur façon, le poids de cette blessure originelle. David Hallyday est né le 14 août 1966 de la deuxième femme de Johnny, Sylvie Vartan. Il grandit dans l'œil du cyclone. Ses parents sont les 2 plus grandes stars de France, leur séparation et réconciliation font les couvertures de Paris Match, et sa propre vie se déroule dans cette bulle étrange où l'intimité n'existe pas vraiment. À 16 ans, il commence à faire de la musique. À 19, il signe son premier contrat. Mais il sera toujours le fils d'eux. Même quand ses propres albums se vendront à des centaines de milliers d'exemplaires, même quand il deviendra producteur reconnu et compositeur respecté, l'ombre de son père ne le quittera pas. Des amis se souviendront plus tard que David parlait de son père avec une tendresse teintée de distance. « Il était là et il n'était pas là », dira-t-il dans une interview de 2012. « Comme une étoile. Tu la vois, mais tu ne peux pas la toucher. » Laura Smet est née le 15 novembre 1983 de la 3e union de Johnny avec Nathalie Baye. Elle aura 6 ans quand ses parents se séparent. Elle grandira entre sa mère, actrice reconnue et femme de caractère, et ce père intermittent qui surgit dans sa vie comme une comète, avec la même intensité, la même chaleur brûlante et le même sillage vide derrière lui. Laura deviendra actrice elle aussi, avec un talent propre, une présence singulière. Elle obtiendra le César du meilleur espoir féminin en 2007. Mais dans son rapport à son père, il y aura toujours quelque chose de non résolu. Quelque chose qui cherche à être vu. Pas en tant que fille d'eux, en tant qu'elle. Jade et Joy Hallyday sont les 2 filles adoptées par Johnny et Laetitia lors de séjours au Vietnam. Jade en 2004, lorsqu'elle a 5 mois, Joy en 2008, à l'âge de 8 mois. Elles grandissent à Los Angeles, principalement, dans un foyer qui est en réalité une construction permanente. Les voyages constants, les résidences multiples, le monde qui tourne autour du patriarche vieillissant, dont la santé décline progressivement. Ce sont elles que Laetitia élèvera seule après la mort de Johnny. Ce sont elles qui deviendront, sans le vouloir, le centre du contentieux. Johnny Hallyday s'est marié 5 fois, avec Sylvie Vartan de 1965 à 1980, avec Babette Etienne de 1981 à 1982,
avec Nathalie Baye de 1983 à 1987, avec Adeline Blondiot de 1990 à 1992 et avec Laetitia Boudou depuis 1996 jusqu'à sa mort. Chaque mariage a laissé des traces, chaque rupture a redessiné la géographie familiale, et à chaque fois, les enfants se retrouvaient à naviguer entre des adultes qui avaient leurs propres guerres à mener. Ce que le monde voyait, c'était un homme généreux, excessif, débordant d'amour. Ce que la famille savait, c'est qu'il pouvait être absent pendant des mois, puis réapparaître comme si rien ne s'était passé. Qu'il aimait avec une intensité qui consumait, que ses colères étaient aussi monumentales que ses tendresses, et que, pour ses aînés, David et Laura, la relation avec Laetitia avait toujours été complexe. Laetitia Boudou a 20 ans quand elle rencontre Johnny Hallyday en 1994. Elle en a 22 quand elle l'épouse. Il en a 53. L'asymétrie est immense, en âge, en pouvoir, en argent, en notoriété. Très rapidement, elle devient non seulement son épouse, mais sa gestionnaire, sa confidente, la femme qui organise sa vie quotidienne, ses tournées, ses apparitions. Les proches de l'époque diront qu'elle s'occupait de tout. D'autres diront qu'elle contrôlait tout. La frontière entre les deux est, comme souvent dans ce type de relation, difficile à tracer. Et pendant ce temps, David et Laura vieillissent. Ils construisent leur carrière, ils ont leurs propres enfants, ils voient leur père de temps en temps, pas autant qu'ils le voudraient peut-être, mais ils le voient. En mars 2017, Johnny Hallyday annonce publiquement qu'il souffre d'un cancer du poumon. Il est alors âgé de 73 ans. Il sort un album, Mon pays c'est l'amour, qui deviendra l'un des plus grands succès de sa carrière, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Il part en tournée malgré la maladie, il chante, il tient debout. Et puis, à l'automne, son état se dégrade rapidement. Le 5 décembre 2017, à 8h40 du matin, Jean-Philippe Smet meurt à son domicile de Marne-la-Coquette. Il a 74 ans. La France s'arrête. L'Élysée publie un communiqué. Des milliers de personnes se rassemblent spontanément sur les Champs-Élysées. C'est un deuil national, dans toute l'acception du terme. Et c'est là que la guerre commence. Quelques jours après la mort de Johnny, la nouvelle éclate dans la presse. Le testament rédigé par Johnny Hallyday, sous droit californien, exclut totalement ses deux aînés, David et Laura, au profit de Laetitia et de leurs 2 filles adoptives. L'intégralité du patrimoine, toutes les propriétés, tous les droits musicaux, tout. David Hallyday et Laura Smet contestent immédiatement le testament. Leurs avocats soulignent que le droit californien ne s'applique pas à un ressortissant français résident fiscal en France et que le droit français prévoit une réserve héréditaire qui garantit aux enfants biologiques une part incompressible du patrimoine parental. L'affaire est portée devant les tribunaux français. Ce qui se déploie alors dans les mois suivants est l'une des batailles juridiques les plus médiatisées de l'histoire du show-business français. D'un côté, Laetitia et ses avocats, qui affirment que Johnny avait choisi en toute liberté, en pleine connaissance du droit californien où il avait élu domicile. De l'autre, David et Laura, qui parlent d'une influence exercée sur un homme affaibli, vieillissant, dont les facultés avaient peut-être été altérées par la maladie et les traitements. Des amis de Johnny prendront parti dans les deux sens. Certains affirmeront qu'il avait toujours eu l'intention de protéger Laetitia et les petites. D'autres diront, plus discrètement, qu'il exprimait parfois de l'inquiétude pour ses aînés, qu'il voulait les voir davantage, que ces dernières années ne reflétaient pas forcément ses désirs les plus profonds. L'une des particularités de cette guerre, c'est qu'elle se déroule presque entièrement dans la presse avant de se déplacer devant les juges. Chaque camp a ses porte-paroles, ses fuites, ses communiqués. Laetitia donne des interviews dans lesquelles elle se présente comme la gardienne du temple, celle qui a tout sacrifié pour être auprès de lui jusqu'au bout. David et Laura s'expriment avec une mesure qui tranche avec l'intensité de leurs déclarations juridiques. Ils choisissent les mots avec soin, conscients que tout ce qu'ils disent sera analysé, retourné, exploité. Ce qui ne se dit pas, en revanche, c'est la profondeur de la blessure. Car au fond, ce n'est pas vraiment une histoire d'argent. Ou pas seulement. C'est une histoire de reconnaissance. David Hallyday et Laura Smet ne sont pas en difficulté financière. Tous deux ont des carrières solides, des patrimoines constitués. Ce qu'ils cherchent, peut-être, c'est quelque chose de plus ancien et de plus simple. La preuve que leur père les avait vus. Vraiment vus.
qu'il n'avait pas, dans les dernières années de sa vie, effacé ce qu'il représentait pour lui. D'après les biographes qui ont suivi cette affaire, notamment dans les travaux de Jean-Éric Perrin publiés en 2019, la question de la garde du legs à l'idée, les droits à l'image, les archives musicales, la marque, était au cœur de tout. Pas l'argent en tant que tel, mais le contrôle du récit. Qui racontera l'histoire de Johnny ? Qui décidera de ce qu'on rééditera, de ce qu'on célébrera, de ce qu'on tait ? En janvier 2021, le tribunal de grande instance de Paris rend une décision partielle sur certains aspects de la succession. Sans trancher définitivement toutes les questions patrimoniales, il reconnaît que le droit français s'applique et que David et Laura ont des droits. C'est une victoire tactique pour les aînés, mais la guerre est loin d'être terminée. Parallèlement, un autre front s'ouvre, la relation entre Laetitia et Pascal Balland, entrepreneur qu'elle fréquente ouvertement moins d'un an après la mort de Johnny. Les aînés y verront une confirmation de ce qu'ils pressentaient. Les partisans de Laetitia y verront simplement une femme qui reconstruit sa vie. La presse oscillera entre les deux lectures, parfois dans la même semaine. Ce qui est frappant, dans cette période, c'est l'absence de trêve. Normalement, les familles, même les plus fracturées, trouvent des moments de suspens. Les naissances, les fêtes, les maladies qui remettent les proportions en place. Ici, non. La machine juridique tourne, les déclarations s'accumulent, et les enfants de Johnny, tous les enfants, y compris Jade et Joy qui n'ont rien demandé à personne, grandissent dans l'ombre de cette guerre. On parle rarement de Jade et Joy Hallyday dans les analyses de cette succession. Elles étaient trop jeunes pour avoir choisi quoi que ce soit. Jade a 13 ans quand son père meurt. Joy en a 9. Elles perdent leur père, elles voient leur mère devenir le centre d'une tempête médiatique, et elles apprennent progressivement que leurs demi-frères et demi-sœurs les considèrent, sans le dire franchement, comme les bénéficiaires involontaires d'une injustice. Laetitia les élève à Los Angeles, puis à Paris. Elle les protège des caméras autant qu'elle peut, tout en maintenant une présence médiatique personnelle non négligeable. Les biographes noteront que cette double injonction, protéger les enfants mais rester visible pour garder le contrôle du récit, est l'une des tensions les plus complexes de la période post-Johnny. Ce qu'on sait, c'est que Jade commence à s'intéresser à la mode, à la photographie, à un monde qui n'est pas directement celui de son père. Et que Joy, plus jeune, grandit dans une réalité où le nom Hallyday est simultanément un héritage, un fardeau et une protection. Il y a quelque chose de presque classique dans cette histoire. Les grandes dynasties, pas seulement les familles royales ou les empires industriels, mais aussi les dynasties culturelles, se fracturent presque toujours autour de la même question. Qui est l'héritier légitime ? Pas au sens légal du terme, mais au sens plus profond. Qui a le droit de continuer le nom, d'en être le gardien, d'en décider le sens ? Pour Johnny Hallyday, cette question est particulièrement vive parce que le nom lui-même était une fiction construite. Jean-Philippe Smet avait choisi de devenir Johnny Hallyday. Il avait littéralement inventé son identité. Et en mourant, il a légué cette identité, avec toute la puissance symbolique qu'elle représente, à une famille particulière au détriment d'une autre. D'après les témoignages de l'époque, notamment ceux recueillis par la journaliste Stéphanie Binet dans son travail sur les dernières années de Hallyday, le rockstar lui-même avait une conscience aiguë de sa propre mythologie. Il savait ce que son nom valait. Il savait ce que chaque décision testamentaire signifiait. Ce qui reste en suspens, et ce qui alimentera sans doute encore des décennies de spéculation, c'est de savoir s'il comprenait vraiment les conséquences humaines de ce choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'extérieur, la famille Hallyday a longtemps semblé une image de cette France réconciliée avec elle-même. Un homme du peuple devenu roi, ses enfants beaux et talentueux, ses mariages romanesques, ses excès pardonnent parce qu'ils étaient tellement humains, tellement français dans leur démesure. La réalité, c'est que chaque rupture de Johnny laissait des fragments. Des enfants élevés dans des géographies différentes, par des mères qui avaient leurs propres douleurs à gérer. David à Paris et Los Angeles, entre Sylvie Vartan et l'ombre d'un père absent. Laura, entre Nathalie Baye, qui refusait de faire de son ex-mari son deuil public, et ce père qui apparaissait et disparaissait. Jade et Joy, dans un cocon californien, protégés par Laetitia mais privés du père, bien avant qu'il meure physiquement, à cause de la maladie qui le rongeait depuis 2017. Ces 4 trajectoires ne se rencontrent que rarement. Il y a eu des dîners de famille, des Noëls reconstitués,
des moments photographiés qui circulaient dans la presse People, avec la légende « La famille réunie ». Mais les biographes qui ont eu accès aux témoignages directs s'accordent à dire que ces réunions étaient souvent tendues, brèves et chargées de tout ce qui ne se disait pas. En 2022, David Hallyday sort un album hommage à son père. Il reprend certains titres, enregistre d'autres, construit une continuité musicale que la succession juridique ne peut pas effacer. C'est peut-être la réponse la plus juste à cette guerre. Continuer. Non pas ignorer le conflit, mais refuser d'y être réduit. Laura Smet, de son côté, continue sa carrière d'actrice. Elle enchaîne les projets, certains exigeants et courageux, qui montrent une femme qui a su construire quelque chose de solide en dehors du nom paternel. Elle parle peu de l'affaire en public, mais quand elle le fait, c'est avec une précision chirurgicale. Elle ne réclame pas l'amour de son père. Elle réclame la reconnaissance d'un droit. Ce n'est pas la même chose. Des amis communs aux deux camps diront, des années après le début des hostilités, que la blessure centrale est celle-ci. David et Laura n'ont jamais vraiment pu faire leur deuil. Parce que faire son deuil, c'est pouvoir dire « mon père est mort et je l'aimais et c'était compliqué ». Mais quand la mort de votre père s'accompagne immédiatement d'une bataille juridique, d'une guerre médiatique et d'une contestation de votre place dans sa vie, alors le deuil devient impossible. Il se transforme en combat, et on ne pleure pas en se battant. La succession Hallyday aura occupé les tribunaux français pendant plusieurs années. Des accords partiels auront été trouvés sur certains aspects, notamment concernant les droits musicaux et certaines propriétés. D'autres points resteront disputés plus longtemps. Le détail complet des arrangements finaux n'est pas entièrement public. Les parties ont négocié, parfois sous le sceau de la confidentialité, et certains volets de l'accord demeurent hors de la portée du grand public. Ce que le tribunal ne peut pas trancher, en revanche, c'est la question de savoir si Johnny Hallyday a été un bon père. Ce n'est pas une question juridique. Et peut-être est-ce précisément pour cela qu'elle reste si présente, si vive, si douloureuse. La réponse honnête, si tant est qu'elle existe, est probablement celle-ci. Il a été le père qu'il pouvait être. Un homme qui avait grandi sans père lui-même, qui avait construit son identité entière sur une scène, pour un public, et qui n'avait jamais tout à fait appris à être intime dans la durée. Qui aimait ses enfants d'un amour réel, mais qui exprimait cet amour de façon intermittente, explosive, parfois absente. Qui avait, dans les dernières années de sa vie, peut-être renoncé à réparer ce qui était cassé depuis longtemps. Aujourd'hui, le nom Hallyday continue de résonner en France avec une puissance que peu d'artistes peuvent revendiquer. Les compilations se vendent, les hommages se multiplient. Les émissions de télévision revisitent sa carrière chaque automne, comme un rituel. Ses 4 enfants continuent leur vie, David fait de la musique, Laura fait du cinéma, Jade grandit dans la mode et l'image, Joy apprend ce que signifie porter un nom aussi lourd que le sien, à un âge où d'autres apprennent simplement à exister. La guerre n'est pas terminée. Ou peut-être qu'elle l'est dans ses dimensions légales, mais qu'elle continue autrement, dans les silences lors des dîners qui n'ont pas lieu, dans les anniversaires qui ne sont pas partagés, dans les interviews où chaque mot est pesé comme une pièce à conviction. Il existe une autre photographie, moins connue que les clichés des funérailles. Elle date des années 1990. Johnny Hallyday est assis sur un canapé, David d'un côté, Laura de l'autre, encore enfant, encore dans cet âge où la complexité des adultes ne les concerne pas tout à fait. Il sourit. C'est une famille, dans toute la banalité du terme. Ce que cette photographie ne dit pas, c'est ce qui viendra après. Elle ne dit rien des testaments, des avocats, des articles de presse, des déclarations contradictoires, de la douleur accumulée sur 30 ans de distance et de présences incomplètes. Elle dit juste « il était là, ce jour-là ». Parfois, c'est la seule chose qu'on puisse dire d'un père. Et parfois, ça ne suffit pas. C'était leur histoire.